Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo 00 créer un réseau ferroviaire. Donc, j'ai décidé de faire une petite pause un petit peu sur la partie train controller avec quelque chose que je vous ai parlé dans un petit lancement de vidéo en début d'année où je propose en fait de vous présenter le travail que je fais ou la réflexion que je fais sur ma maquette. Je me suis dit pourquoi faire quelque chose de global et de vous donner des idées de comment on peut faire certaines choses. Donc la première vidéo ici, que j'ai intitulée les questions de base que l'on peut se poser. Donc c'est clair, quand on commence un réseau ferroviaire, on peut y aller comme ça et construire quelque chose, ou on peut avoir une certaine partie de réflexion, et c'est ça que j'aimerais vous amener. Donc un petit peu les questions qu'on pourra se poser afin d'arriver à ces fins. Pour cette vidéo, on va faire une brève introduction que je suis en train de faire. Et ensuite, ce sera plutôt un peu un brainstorming pour fixer les bases, qui peut être général à votre projet, à mon projet, à un projet qui est en cours. Pourquoi pas avoir des idées, des petites inputs. C'est vraiment brasser des questions. Pour information, cette vidéo, il y aura uniquement une présentation, donc je vais beaucoup parler. Donc je vous conseille de suivre la vidéo en entier si vous voulez vraiment comprendre toute la structure que je me suis fixée pour mon projet. Déjà, mon projet de réseau, il sera à l'échelle 1/87e. Ça, c'est la première chose que je me suis fixé. Après, vous allez voir, je vais en reparler par la suite. Et ici, ce que j'aimerais amener, c'est vraiment les questions qu'on doit se poser. Alors, pour ma part, c'est qu'on doit se poser et qu'on peut se poser. J'ai pas la science infuse. Mes idées ne sont peut-être pas vos idées. Donc après, à prendre ou à laisser, à vous de choisir. Toutes les inputs ou les choix que je vais faire, c'est par rapport à ma philosophie. Donc je vais rester ciblé là-dessus. Je vais un peu parler de choses générales. Mais après, je vais partir plus en détail sur mes choix et pourquoi je les ai faits. Et dans d'autres vidéos, on va détailler tout ça par petits chapitres. Et ça vous amènera quelques idées, peut-être des solutions. Et ça, elles vont arriver en fait en fonction de l'avancement de mon projet. Parce que ça tourne dans cette petite tête ici. Et il y a plein de choses que j'aimerais faire, que j'ai pas forcément le temps. Peut-être qu'ils vont se faire par la suite. Donc en fonction de l'avancement, je vous présenterai ce que j'ai fait et comment je l'ai conçu. Tout d'abord, vous l'avez vu, j'ai choisi le 1/87e, mais la première question à se poser, c'est quelle échelle? Quelle échelle on va représenter? Donc ça peut être par rapport au matériel qu'on a, au matériel qu'on a peut-être hérité d'un parent ou d'un grand-parent. Par rapport à des problèmes de place, on va choisir quelque chose de plus petit. Donc ici, on a un petit tableau de quelques échelles, non exhaustives bien sûr. J'ai mis les principales à mon goût. Et moi, je vais partir en 1/87e et ça sera du HOM, donc de la voie métrique. Pourquoi de la voie métrique? J'ai mon papa et je fais partie d'un club en HO. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un moment donné, j'ai visité des clubs de modélisme et je suis un peu tombé amoureux de l'échelle métrique, principalement des rétiques, donc des trains, des grisons, aussi la Fourca, le Mob, etc. Mais principalement les chemins de fer rétiques avec la Bernina. La prochaine question, est-ce qu'on veut pratiquer du 2 rails ou du 3 rails? Alors, pour certaines échelles, on n'a pas vraiment le choix. Vous allez me dire qu'on pourra faire du 2 rails en 3 rails avec la caténaire, mais si on reste simple, on a deux types de voies. Le 2 rails, qui se pratique en HO, en HO métrique, et d'autres échelles. Pour les puristes, souvent, on choisit le 2 rails parce qu'il n'y a pas les petits plots centraux qu'on a pour le 3 rails, comme on le voit ici. Donc ça, c'est principalement la voie Märklin. En 0, il y a aussi une voie
avec une ligne centrale. Alors voilà, à choisir si on veut travailler avec ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'a pas beaucoup de connaissances au niveau électrique et on ne veut pas s'embêter avec l'électrique, on a meilleur temps de partir en 3 rails, parce que ça c'est le jeu qu'on a tous fait dans notre chambre. On met des rails l'une derrière l'autre avec des aiguillages, on met des petits fils pour faire des arrêts et ça fonctionne. Alors qu'en 2 rails, il faut un petit peu réfléchir parce que avec les aiguillages, on arrive vite à des cas où on arrive à des courts-circuits. Donc voilà, une connaissance un petit peu plus électrique pour le 2 rails, je dirais, que pour le 3 rails. Après, c'est clair qu'au niveau du visuel, le 2 rails rend mieux parce qu'en réalité, on n'a pas forcément cette crémaillère au milieu des voies que beaucoup disent. Beaucoup puristes du 2 rails disent, voilà, vous avez une crémaillère au milieu de vos voies. Voilà, au niveau électrique, c'est plus facile. Donc, moi, je vais bien sûr choisir du 2 rails parce que je suis en HOM et j'ai que ça à disposition. Ensuite, quand on a choisi l'échelle et le type de, le type de voie 2 rails, 3 rails, qu'est-ce qu'on va choisir comme type de voie? Alors, si on prend le cas du 3 rails, Märklin, c'est clair, ça a évolué. Là, il y a la voie métallique, la voie K, la voie M, enfin la voie M métallique, la voie K, la voie C, etc. Alors ça, c'est un peu à vous de choisir. Dans mon cas du HOM, de mon côté, il y a principalement la voie de chez Bemo, donc c'est le fournisseur principal du matériel roulant, et de la voie Peko. Et ici, j'ai eu l'occasion de pratiquer un petit peu la voie Bemo que je trouvais trop grossière. J'étais parti sur de la voie Peko en code 70, qui est un peu plus fine et plus jolie, par contre très fragile. Et il y a maintenant le code 75 qui ressemble plus à la voie Bemo, donc un peu plus grossière, mais qui est moins fragile. Donc, je vais partir pour moi avec du Peko en code 70. Pourquoi Peko? Parce que c'est des rails qui fonctionnent bien, ils ont des aiguillages qui fonctionnent bien, ils ont de la voie au mètre flexible. Le petit désavantage peut-être, c'est qu'il n'y a pas de courbe fixe, contrairement à la voie Bemo qui a 2 ou 3 rayons, je crois. Mais voilà, la voie flexible permet de faire beaucoup plus de choses. Après, c'est clair que ça demande un petit peu plus d'aptitude mécanique pour pouvoir poser les voies correctement. Mais voilà, c'est le choix que je vais faire pour mon projet. Ensuite, il y a toujours la question analogique ou digital. Les gens disent, quand on est entre guillemets vieux, on choisit de l'analogique. Quand on est jeune, on prend du digital. Alors, c'est pas du tout vrai, c'est un concept. Moi, je respecte totalement ceux qui veulent rester en analogique avec leur transformateur. À savoir que si on travaille, si on a du matériel récent avec déjà de l'électronique à l'intérieur, il faut choisir les bons transformateurs, pas garder les vieux transformateurs de la génération voie métallique, où on pourrait détruire certains composants électroniques des locomotives. Mais voilà, c'est un choix à faire. Pour ma part, vous avez vu les vidéos sur Train Controller, sur la partie digitale, donc le choix sera vite fait, ça sera du digital. Donc on a la partie analogique, où on a bien sûr notre transformateur, et puis c'est la tension qu'on va mettre dans la voie avec notre potentiomètre, et on va pouvoir rouler nos trains à la vitesse que l'on souhaite. À savoir que si on veut faire du cantonnement, qu'on veut arrêter des trains, on devra quand même isoler des morceaux de voie, mettre des boutons pour activer la tension sur la voie ou non, etc., etc. La partie digitale, une tension permanente sur les voies, donc un signal carré qui permet en fait de faire office de bus et de communiquer sur les voies les informations. Du coup, on n'aura pas besoin forcément d'isoler nos voies de gare pour arrêter des trains, puisque on aura des décodeurs dans les locomotives qui permettront de gérer l'avancement des trains ou non, de pouvoir enclencher des fonctions sur notre locomotive, les feux, la fumée, des sons, etc., etc. Et si on veut piloter le réseau type aiguillage, signaux et autres gestions, on aura besoin de décodeurs d'accessoires. Donc une électronique qui va communiquer au travers de ce bus de communication qui est le digital, DCC, Motorola, Selectrix et j'en passe. Donc c'est pour moi mon choix de partir en digital parce que c'est ce que j'ai envie tout simplement.
Voilà, donc ça c'est une question qu'on peut se poser, puis qu'on doit se poser, parce qu'au niveau câblage, on devra faire attention peut-être à certaines choses. Après, je vous conseille de peut-être étudier comment on doit câbler, alimenter les voies en digital. On peut toujours mettre plus de fils, les ponter ensemble, fonctionner en analogique, et le jour où on aimerait changer, simplement séparer les fils en fonction de ce qu'on veut faire. En restant bien sûr global et général. Hein. Ensuite vient la question de qu'est-ce qu'on veut faire? Quel thème on veut aborder? Est-ce qu'on veut faire de la fantaisie? Ça veut dire qu'on veut construire une maquette avec un décor fictif, une époque fictive. On veut rien représenter de spécifique, donc libre à notre imagination. Donc pour moi, c'est une catégorie dans laquelle on peut partir. La deuxième catégorie, c'est faire du réel. Faire des décors selon des plans, les maisons selon les plans, les longueurs de voies de gare selon des plans. On peut même fixer des époques qui sont fixes. Alors voilà, ici on a deux propositions. Une où on fait ce qu'on veut, une où si on prétend vouloir faire du réel, ben voilà, ça amène la question que si on veut faire par exemple la ligne du Gothard ou du Lötschberg, en réalité elle a une certaine longueur, elle a une certaine hauteur, et ça demandera une certaine place. Donc il faut avoir la place à disposition, donc c'est les petites contraintes qu'on peut avoir avec ceci. Ou, pour moi, il y a une troisième catégorie où on veut mélanger les deux. Ça veut dire qu'on veut reproduire des lieux réels, où quand on arrive sur la maquette, on se dit « Ah ben, ça c'est la gare du Blaus et Mitholz, ça c'est la gare de Campo Colonio, ça c'est la courbe de Brusio, etc. » Mais comme on n'a pas la place, on fera une partie qui est très inspiré du réel, voire une reproduction très très juste, avec un décor mélangé sur les côtés parce qu'on n'a pas la place de faire la totalité de la ligne ou qu'on n'a pas la hauteur à disposition ou simplement qu'on voulait représenter simplement cette partie en réel et le reste, ben, je m'en cogne et je fais quelque chose qui me plaît à moi, libre à mon imagination. Donc pour ma part, c'est sur cette variante que je vais partir à la base de mon projet qui date déjà depuis un bon moment, mais je fais plein d'autres choses à côté, donc ça avance pas trop. Maintenant j'ai décidé de pouvoir avancer ceci parce que j'ai aussi une place à disposition. J'ai créé en fait deux modules de la gare de Campo Colonio, donc la fin de la ligne de la Bernina, et c'est un petit peu la base de mon réseau. Donc j'aurai une gare inspirée du réel, qui est pratiquement aux mesures réelles à l'échelle 87e, et à côté, en fait, j'aurai besoin de faire des retournements, des tiroirs, des boucles pour pouvoir alimenter mon réseau, aller à une gare cachée, etc., etc. On en vient à la place à disposition par rapport à l'option qu'on a choisie. Donc, il faut bien sûr savoir si on a la surface ou quelle surface on a à disposition, quelle hauteur, hein, parce qu'on peut être, comme dans mon cas, sous un toit, donc c'est clair qu'on pourra pas construire comme on veut, et puis il faut aussi un peu regarder l'accessibilité qu'on a pour pas devoir toujours ramper sur la maquette, un peu penser à ces vieux jours, hein, parce que à mon âge, ben, je peux un peu ramper sur la maquette, mais dans quelques années, ça sera peut-être plus le cas. L'accessibilité, j'en parlais, c'est aussi important de pouvoir accéder à la maquette de chaque côté, et si on veut représenter des choses inspirées du réel, il y a des petits détails, on est quand même mieux assis à bout de bras que à crapahuter sur la maquette où on arrive juste à atteindre ce qu'on souhaite faire sur notre maquette au niveau décor, au niveau pose de rails, etc., etc. Au niveau de la forme du réseau, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on choisisse. Si on veut faire une boucle sans fin, si on veut faire un os de chien avec une voie unique, un os de chien en boucle sans fin, une variante tiroir, une boucle tout simplement. Après, on a la forme aussi du réseau. Moi, j'aime beaucoup les réseaux en U ou en M, où on peut toujours accéder de chaque côté. Ça permet de pouvoir se promener dans le réseau et de pouvoir accéder de tous les côtés sans devoir crapahuter au moyen d'une rampe ou de mettre des planches sur la maquette avec des pieds pour pouvoir aller nettoyer le réseau, chercher une locomotive, etc., etc. Pour ma part, la place à disposition, donc j'ai une surface, une partie de mon toit, parce qu'il faut bien sûr laisser quand même un peu du rangement pour les affaires et un peu de la place pour madame. Donc j'ai par exemple ici, je le sais,
une surface de 7,2 mètres sur 4,4, à savoir que comme je suis sous un toit, j'ai une hauteur au milieu de 2,15 m et j'ai deux côtés avec des murs de hauteur différentes, donc c'est clair, de construire ma maquette où on a 37 cm, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte dans le projet afin de non plus pas se tuer à devoir ramper avec une planche à roulettes ou je ne sais quoi sous la maquette. Ensuite vient maintenant, pour que ça roule bien, il y a quand même des petites règles à respecter. Donc on va se poser la question de quelle est la rampe maximum qu'on va avoir, combien on va monter ou descendre au maximum, et quels sont les rayons. Ça rejoint aussi le matériel roulant qu'on a, hein. On peut avoir du matériel roulant à différentes échelles. Par exemple, chez Märklin, on a des wagons qui sont un petit peu plus ramassés, qui ne sont pas à l'échelle 87e pile poil, pour qu'on puisse passer sur des courbes beaucoup plus serrées. Et il y a d'autres matériels qui font les voitures voyageurs à l'échelle 87e, qui ne passent pas bien sur toutes les courbes. Donc ici, définir un rayon minimum, par exemple, moi je me fixe quelque chose comme 400 mm, 440 mm au minimum. Alors c'est un petit peu à l'œil comme ça. Mon rayon favori c'est dans les 500, 550, mais je sais que je ne pourrais pas y arriver. Donc je me suis fixé une limite à 440 à peu près. Et au niveau de la rampe, ben aussi définir une rampe maximum. Alors ici pour que ça aille bien, ça dépend un petit peu les échelles qu'on choisit, mais 2 à 3%, c'est quelque chose de bien. 2,5 à 3 cm par mètre, c'est quelque chose qui se fait pas trop mal en HOM. En HO, il faudrait peut-être être plutôt dans les 2 cm. Ça dépend aussi les longueurs de train qu'on va utiliser. Donc ça, c'est tout quelque chose qu'on peut prendre dans la réflexion. Pour quelques infos que j'ai trouvées rapidement sur internet, donc on parle de la rampe du Lötschberg où on a 2,7%. Si on prend la Bernina voie métrique, on est à 7%. Donc voilà, on reste dans la réalité. Après, une rampe à 7% avec une composition Allegra et 6 voitures Bernina Express, on commence d'avoir des petits soucis. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut tester. Après, si on reste dans ces 2,5-3%, à mon avis, il n'y a pas de problème. Donc, ça sera mon choix. 440 pour le rayon et 2,5% au niveau des rampes. La grande question maintenant, maquette fixe ou modulaire? On parle de maquette fixe ici, par exemple, où on a un plateau, on fait une maquette quelconque. Alors voilà, au niveau de l'accès, ben, il faudra peut-être prévoir ici d'avoir des trous au milieu pour pouvoir accéder plus facilement. Une maquette fixe, ben, c'est bien parce que on peut bricoler dessus. Par contre, elle a quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est que si on doit la déplacer pour X raisons, eh ben on doit la casser ou la découper. Si maintenant on prévoit de faire une maquette qu'on aimerait déplacer la totalité de la maquette ou en partie dans une expo, ben, il faudra peut-être penser à avoir un système modulaire. Donc maintenant la photo qui va suivre, c'est exactement le même réseau avec un système modulaire où on voit ici, on crée des modules, des châssis bois qui sont complètement indépendants, qui restent dans une dimension qu'on peut définir. On peut suivre bien sûr certaines normes, hein. Il y a des normes européennes, il y a des normes suisses modules, donc au niveau de la Suisse, qui définissent en fait la grandeur des modules mini, maxi, comment on doit câbler, où doivent passer les voies, dans le but de pouvoir participer à une exposition modulaire où tout le monde doit avoir quelque part une même interface pour pouvoir coupler les modules ensemble et envoyer des trains sur la maquette modulaire du copain ou de la personne qui est venue à l'expo. Alors j'irai peut-être pas jusque là, je me fixerai des limites à moi, des grandeurs de modules qui me vont bien en fonction de l'utilité, pour une gare cachée, pour une gare visible, des modules avec décor, sans décor, etc. etc. Et peut-être qu'à terme, un des embranchements sera avec un module d'une certaine norme, au cas où j'aimerais me coupler sur d'autres modules d'une autre personne. Donc, ce que je vais choisir, c'est modulaire. Et quand on parle de maquette modulaire, à mon avis, on doit pousser la réflexion encore plus loin.
Donc là, on va parler justement de mon choix modulaire. Maintenant, quelles sont les contraintes d'une maquette modulaire par rapport à une maquette fixe que l'on n'a peut-être pas? Donc c'est déjà la construction des châssis. Donc faire des châssis qui soient stables, qui ne bougent pas trop, parce que comme c'est déplacé, il faut que ça soit assez robuste, mais quand même léger. On pourra utiliser au niveau des grandeurs des normes. Je vous ai mis une petite photo ici. Ben, typiquement, ça c'est une interface modulaire de la norme Suisse Module, mais là, il y en a plein d'autres, qui va nous dire, ben, le module il fait 50 de large, 24 de haut côté arrière, 10 de haut côté ici. La voie, elle doit percer à une certaine distance de notre interface, à une certaine hauteur. On a un trou pour passer les câbles et on a 3 trous de fixation, ici de 12 mm, à des positions bien définies pour que quand on vienne mettre nos modules ensemble, ben, ça match. Le poids, j'en ai parlé. Alors, c'est clair, de prendre du bon bois, ça coûte quelque chose. Du bois qui ne bouge pas, c'est aussi lourd. De prendre des épaisseurs, ben, du 8 mm pour les plans de roulement, ça va bien. Mais pour le châssis, j'ai fait des essais en 8 mm, c'est peu. Je suis parti plutôt sur du 15 mm. Alors, c'est clair que le poids, ben, il en ramasse un coup. Les hauteurs de montage. Donc, quand on va à une expo, on aime bien que notre module soit à, je sais pas, 1,20 m ou quelque chose comme ça. Donc ça, il faut y penser. Quelle hauteur? Le type de bois, robustesse et légèreté, on en a parlé. Éventuellement du rangement. Donc on aura des pieds. Donc il faut penser aussi aux pieds réglables, pliables dessous le module ou non. Si on veut pouvoir empiler nos modules l'un sur l'autre pour le transport, que ça rentre dans une voiture ou dans une remorque. Enfin voilà, toutes des réflexions qu'on peut se faire à ce niveau-là. Donc pour le déplacement, exactement, également, si on veut mettre ça dans des caisses empilées, si on veut les retourner l'un sur l'autre avec un système de fixation, que ça rentre dans le moyen de transport qu'on s'est fixé, etc., etc. Et bien sûr, réglable, toujours prévoir des pieds avec quelque chose de réglable, parce que c'est clair que les sols, ils sont jamais forcément tous bien nivelés. Il faut qu'on puisse compenser, je dirais, 5-6 cm de réglage. D'autres contraintes, la partie électrique, on parle de modules, donc on veut que chaque module soit indépendant et on aura des prises. On aura des prises pour passer les différents courants, courants digitaux, courants de lumière, etc. pour pouvoir en fait découpler le module complètement. Et quand on le met ensemble, on a d'une part l'interface mécanique et d'une part la connectique pour venir câbler nos modules ensemble. On va parler de section de fil aussi. C'est clair qu'on aime bien le principe du feeder, donc d'avoir des gros fils pour transporter les énergies principales comme le digital commande accessoire, enfin l'alimentation des voies ou pour les accessoires, pour de l'alimentation continue, de la lumière, etc. Et ensuite avec des plus petits fils venir se piquer justement sur ces gros fils sous le module. Connectique de passage entre les modules, trouver quelque chose de pratique. Pas trop cher non plus, parce que quand on voit de la connectique un peu bien adaptée, on est vite à 20 francs par type de connectique. Il y en a un de chaque côté du module, on est déjà à 40 francs. Donc voilà, on peut voir ce qui existe. Donc j'ai trouvé des choses qui me conviennent bien, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Couleur de fil aussi important, de pouvoir se repérer. Donc on peut faire de la récup, c'est bien la récup, mais il y a un moment où quand tous les fils ont la même couleur et des fonctions différentes, eh ben, on commence d'être un petit peu embêté. Après, c'est aussi un choix hein, de faire ça ou pas. À nouveau, des fils de plusieurs sections, de plusieurs couleurs, ça coûte aussi un petit peu quelque chose. Au niveau du digital et de l'électronique, eh ben, ici, on aura des décodeurs d'accessoires qu'il faudra choisir. Des décodeurs, des modules de rétrosignalisation. Et ici, maintenant, il y a plusieurs idées. Par exemple, moi, j'ai voulu choisir des décodeurs de rétrosignalisation qui soient adressables. Donc j'ai plusieurs expériences avec certains décodeurs de rétrosignalisation. Il y en a des qui s'adressent automatiquement en fonction de l'ordre de branchement. Et c'est quelque chose que je ne veux pas parce qu'au niveau modulaire, on doit aussi peut-être partir du principe qu'on doit pouvoir déplacer une partie des modules, mais pas tous. Donc c'est clair qu'on aime bien que quand on prend notre partie de maquette, on ne doive pas tout refaire l'adressage de nos rétrosignalisations
parce qu'on a câblé les modules de rétrosignalisation dans un autre sens. C'est pour ça que moi je conseille de peut-être choisir des modules qui sont adressables, et comme ça on a beau mettre notre module, notre partie de maquette à gauche ou à droite, on aura toujours les mêmes adresses au niveau des décodeurs d'accessoires et au niveau des modules de rétrosignalisation. Bien sûr, choisir des modules avec un bus qui est compatible avec notre centrale digitale, ça va de soi. Donc DCC, Motorola, Loconet et j'en passe. D'autres contraintes au niveau du décor, donc on devra favoriser les matériaux légers. On voit souvent des gros grillages avec plein de J, et des structures en bois pour faire les montagnes, etc. Là, favoriser peut-être le styropore, le Sagex, des choses robustes mais légers. On a déjà pris assez de poids avec la partie châssis, donc choisir des matériaux légers. On devra tout fixer pour les déplacements, donc c'est clair que les décors qu'on a dessus, tout ce qui est herbe, maison, arbre, ça doit être bien collé. La réponse entre les modules, donc c'est clair, si on choisit une partie modulaire, le décor devra aussi être modulaire, et on aura une petite réponse de décor qu'il faudra gérer, donc on ne peut jamais faire ça parfait, par contre le faire au mieux, mais c'est quelque chose qu'il faut penser. Au niveau de l'informatisation, si on parle dans le digital avec des décodeurs d'accessoires et des modules de rétrosignalisation, on va partir probablement dans de l'informatisation, que ce soit avec la centrale digitale ou avec un logiciel, parce qu'on pourra soit rouler nos trains en manuel avec une centrale digitale où on n'aura besoin que de 2 fils pour les voies et une petite alimentation pour les lumières, et on fait rouler nos trains manuellement, ou piloter avec un logiciel comme Train Controller, ce qui sera mon cas. Et ensuite, on peut encore aller plus loin au niveau du choix du logiciel pour avoir la possibilité en fait d'avoir un TCO modulaire, ce que Train Controller peut gérer avec des petits fanions, des petits connecteurs comme on appelle, où on pourrait par exemple définir une partie des modules, c'est un TCO, une autre partie des modules un autre TCO, et on peut les mettre ensemble ou non. Ensuite, c'est simplement les trajets qu'on va utiliser pour passer d'un module à l'autre qui devront être faits. Mais dans la pratique, on pourrait très bien avoir un TCO, enfin plusieurs TCO, et mettre ces modules ensemble ou non, et le logiciel doit pouvoir le gérer. Comment concevoir? Alors on peut dessiner manuellement. Je trouve j'ai fait beaucoup de maquettes où on y va un petit peu au feeling. Ça marche bien quand on est tout seul. Quand on est dans un club ou qu'on veut faire ça à plusieurs, c'est bien quand même de dessiner quelque chose pour que les gens puissent reprendre ça, qu'il y ait une idée aussi, une vision des travaux à faire et de comment on va le faire. Et même quand on est tout seul et qu'on fait un petit peu à la bonne franquette, on arrive des moments où c'est comme quand on perce un tunnel en réalité, hein, on arrive pas mal à arriver ensemble, on perce chaque côté, on arrive, on est souvent un petit peu décalé. Et ben là c'est la même chose, dessiner, ça permettra de voir en fait l'occupation de la place, si on peut faire un hélicoïdal par exemple, une hélice, quel diamètre on a à disposition, une boucle de retournement, où c'est qu'on peut la faire, on pourra voir aussi le nombre de voies, le nombre d'aiguillages qu'on a besoin, etc., etc. Et un des grands avantages, c'est quand on fait par exemple une gare cachée, les aiguillages, ça prend de la place, et des fois on ne se rend pas bien compte de la place que ça prend. Donc on veut faire beaucoup de voies, on se retrouve avec 5, 6, 7 aiguillages, et là on a déjà 1,20 m en fait de distance, où on n'a que des aiguillages, on n'a encore pas la place de stocker un train. Ou dessiner le tout avec un logiciel, donc là à nouveau, il y a un choix de logiciel qui peut être fait, il faut apprendre à le maîtriser. Mais ça donne en fait beaucoup d'avantages. D'ailleurs, je me suis mis à essayer quelques logiciels, j'en ai choisi un. Je vous ferai également une vidéo pour vous représenter déjà les premières bribes de ma maquette, puis vous allez voir un petit peu ce qu'on va faire, ce que je vais faire avec le logiciel, pour avoir en fait une documentation plus ou moins complète où on pourra visualiser où est quoi. Donc, pas seulement les modules, pas seulement les voies, mais également les cantons, les rétrosignalisations et tout ça.
Et comme je vous l'ai dit, on aura une vision du nombre de voies. On pourra même aussi avoir une notion de pente, parce que le logiciel va pouvoir nous dire en fait que si on veut passer d'un point A à 0 cm à un point B à 30 cm, eh ben, en fonction des voies qu'on met, on aura la pente directement qui sera calculée. La suite de cette playlist, je vais donc créer une playlist de mon projet maquette, ou plutôt généraliser de créer un projet maquette. Qu'est-ce que vous allez pouvoir voir dans la suite des vidéos? Alors elles ne vont pas suivre comme je l'ai fait tous les vendredis, ça sera un peu au feeling et en fonction de l'avancement. Je vais également faire des petites vidéos sur certains petits développements que j'ai dans la tête mais que j'ai pas encore réalisé. Donc il faut d'abord que je fasse, que je teste et après je pourrai vous présenter ça. Mais en gros, la suite de ces vidéos pour cette playlist spécifique à la création d'un projet de maquette, on aura une partie dessiner et concevoir son réseau. Donc on va voir plus en détail un petit peu les logiciels qu'on a à disposition, ceux que j'ai un peu testés, pourquoi j'en ai choisi un, pourquoi pas l'autre, etc. Et vous aurez un peu une idée, déjà une première base de qu'est-ce qu'on peut faire avec un logiciel de dessin de maquette spécifique. Je vais vous présenter un petit peu la construction de mes châssis modulaires. Alors vous verrez, c'est aussi un petit peu exotique parce que j'ai commencé avec quelque chose, j'ai fait quelques essais, notamment au niveau de la fixation d'un module à l'autre. Après j'ai changé, maintenant j'ai encore d'autres idées. Alors je vais vous montrer un petit peu cette évolution et comment j'ai fait ceci. Planification électrique, donc là je vais vous présenter la partie connectique, filaire, plutôt électrique. Qu'est-ce que j'ai choisi, la philosophie que j'ai utilisée pour ça, enfin pour mon projet. Et ensuite aussi la planification de la commande, donc le choix des composants, le cantonnement de ma maquette, un petit peu tout ça avec... je dis pas que je vais respecter cette ligne de vidéo, mais c'est à peu près ce qu'on va retrouver dans les prochaines vidéos au niveau basique, puis après ça deviendra plus spécifique sur ma construction à moi. Voilà, donc une petite demi-heure de blabla, je voulais pas faire autant, mais c'est vrai que quand je commence de parler de mon hobby, c'est vrai, je vois pas le temps passer. J'espère que ça n'a pas été trop longuet, que ça a déjà pu vous apporter un petit peu... les questions que vous pouvez vous poser, que vous n'êtes pas posées ou que vous aimeriez vous poser sur la construction d'un réseau. Et j'espère vous retrouver dans les prochaines vidéos de la construction de mon réseau avec joie et bonne humeur afin de partager ça ensemble. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou un petit pouce bleu et peut-être vous me donner vos attentes ou vous quels sont vos problèmes et on verra après si on peut prendre peut-être quelques points puis les injecter dans des vidéos. Peut-être c'est des choses que j'avais pas prévu de parler, que j'ai faites ou j'ai de l'expérience que je pourrais vous apporter. Donc voilà, partage au niveau de cette première vidéo de base. J'espère que ça vous a apporté quelque chose et je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo de cette playlist. Allez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Allez, bye bye à tous les gens.